Donc on poursuit l'examen que nous avons entamé ce matin, un examen thématique des politiques européennes. Nous avons parlé ce matin de migration, de droit fiscal, de monnaie, et nous allons aborder maintenant la question de l'environnement avec un exposé de Béatrice Parence, qui est professeure de droit privé au laboratoire de droit médical et de la santé de Paris 8, qui est une spécialiste de droit de l'environnement et de droit de la santé, et elle a notamment dirigé en 2014 un ouvrage collectif qui s'appelle « Repenser les biens communs ». C'est un clin d'œil aux questions fugitivement abordées par Gaël Giraud ce matin. Et plus récemment, en 2017, un ouvrage aux éditions du CNRS qui est intitulé « Santé et environnement, expertise et régulation des risques ». Chère Béatrice, merci d'être des nôtres. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup de cette invitation qui m'honore énormément, et surtout, merci de nous offrir l'occasion de ces échanges extrêmement riches. La solidarité est absolument au cœur de l'environnement, qu'on pense à la cohabitation entre l'environnement et l'homme, qu'on pense à la solidarité entre les êtres humains face à l'environnement, c'est la question de la solidarité intergénérationnelle, qu'on pense aussi à la question des inégalités environnementales, c'est-à-dire le fait que les êtres humains soient confrontés à des situations environnementales très, très différentes. Mais je vais un tout petit peu m'éloigner du sujet de la solidarité stricto sensu pour essayer de jeter un regard un petit peu plus général sur la question de la protection de l'environnement dans la fabrique des normes relatives à l'environnement, où il sera quand même, bien entendu, question de solidarité. Lorsque le traité de Rome a été signé, l'environnement, bien entendu, ne faisait pas partie des horizons dessinés, puisque l'ambition des créateurs était la création de ce marché unique. Les préoccupations environnementales étaient donc absolument absentes. Rien de surprenant, à vrai dire, puisqu'en 1957, le droit international de l'environnement était en réalité à ses premiers balbutiements. La crise pétrolière de 1970 a fait naître à l'échelle mondiale une conscience environnementale qui est venue s'exprimer en Europe par une première communication de la Commission européenne en juillet 1971, qui venait rappeler que l'environnement est une donnée indissociable de l'organisation et de la promotion du progrès humain, et que sa protection, son amélioration, sont un devoir de civilisation. Cette première communication a pu donner lieu ensuite à un premier programme d'action en faveur de l'environnement en 1973, qui ambitionnait plusieurs objectifs. Et puis, les choses sont venues s'ancrer dans les traités fondateurs par l'acte unique européen 1986, qui va inscrire la protection de l'environnement dans les traités. Et cette protection de l'environnement est devenue une véritable politique européenne à partir du traité de Maastricht de 1992. Cette promotion de l'environnement s'est accompagnée de changements institutionnels, puisqu'une DG Environnement a été créée au sein de la Commission européenne. Et puis aussi en 1992, et c'est important, la création de l'Agence européenne de l'environnement, qui est basée à Copenhague, qui est une agence d'expertise pour analyser l'état de l'environnement en Europe et proposer des évolutions. Parallèlement, le droit international de l'environnement venait véritablement se forger une nouvelle stature avec la déclaration de Rio de 1992, déclaration qui est très importante puisqu'elle a inscrit le principe de développement durable. Et ce même principe de développement durable est venu s'inscrire dans les traités européens en 1997. Depuis, on peut dire que la politique européenne de l'environnement a été extrêmement prolixe. Les instruments de droit dérivé, directives, règlements, ont été extrêmement nombreux. Je cite les plus importants très très rapidement. Directive en matière de déchets, 1975, révisée en 2008. Directive Seveso sur les installations dangereuses. Directive sur l'eau en 2006. Et puis aussi des instruments pour lutter contre le changement climatique, avec une première directive en 2003 et puis des paquets énergie-climat 2008-2014.
et puis un paquet énergie propre, enfin, en 2018. Alors, si on essaie de jeter un regard un peu transversal, on se rend compte que cette politique européenne a marqué des pas et a permis véritablement d'améliorer la situation de l'environnement en Europe. Donc c'est un premier constat positif qui s'impose. Néanmoins, actuellement, on se rend compte qu'il y a un profond mouvement de défiance à l'échelle européenne sur des nouveaux sujets environnementaux extrêmement complexes pour lesquels on peut avoir le sentiment, parfois bien fondé, que ces sujets sont gérés dans une forme d'opacité et une forme de technocratie qui les éloigne de toute forme démocratique et de toute transparence. Alors, parmi ces sujets, les OGM, les substances chimiques, dont les fameux perturbateurs endocriniens, qui sont connus maintenant du grand public, les ondes électromagnétiques, les nanomatériaux. Ces sujets, sur lesquels il existe des profondes incertitudes scientifiques, devraient être placés sous l'égide du principe de précaution, principe dont vous avez tous entendu parler. Et pourtant, on pourrait avoir le sentiment que l'application du principe de précaution est parfois plus incantatoire que réelle et qu'il est absolument impérieux aujourd'hui de renouveler les modes de gouvernance de ces sujets. Je m'interrogerai donc dans un premier temps sur les réelles avancées des politiques européennes en faveur de l'environnement avant d'envisager les nouveaux défis qui sont extrêmement préoccupants. Alors, s'agissant des réelles avancées de la protection de l'environnement à l'échelle européenne, la politique en faveur de l'environnement est inscrite dans l'article 191 du traité, qui vient énoncer les principes fondateurs, les principes structurants du droit de l'environnement. Le principe de prévention, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur, le principe de correction par priorité à la source. Alors, ces principes qui sont énoncés par le traité de l'Union européenne sont exactement les mêmes principes qui structurent le droit international de l'environnement, cette convergence est tout à fait rassurante. Ces principes sont ensuite mis en œuvre à travers toutes les réglementations sur les sujets qui touchent à la protection de l'environnement, qu'il s'agisse de l'encadrement des nuisances ou qu'il s'agisse de protéger certaines espèces animales, certains espaces naturels qui ont des qualités particulières. Alors, je vais vous donner très rapidement, parce que je voudrais m'appesantir un petit peu plus sur la deuxième partie, donc je vais vous donner très rapidement quelques illustrations de ces avancées. Le principe sans doute le plus important, le plus angulaire, c'est le principe de prévention. Pourquoi est-ce que ce principe est très important en droit de l'environnement? Parce que on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que certains dommages irrémédiables ne pourront jamais être réparés. Lorsqu'une espèce animale a disparu, c'est fini. Et puis bien souvent, les dommages environnementaux vont avoir une envergure extrêmement importante. Donc le principe de prévention est un principe absolument fondateur en droit de l'environnement. Ce principe de prévention va être mis en œuvre dans de très nombreuses directives, de très nombreux règlements, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, qu'il s'agisse de la protection de l'air ambiant avec la question des normes d'émissions relatives aux véhicules ou à certaines installations industrielles. Alors ensuite, encore faut-il que ces normes soient réellement respectées. Vous avez tous entendu parler du scandale du Dieselgate. Ce principe va aussi être mis en œuvre dans certaines mesures de protection des espèces animales ou de certains habitats particuliers. Donc on a eu un certain nombre de directives, des directives Habitat, les directives Oiseaux, le réseau Natura 2000, qui tous visent à sanctuariser en quelque sorte, protéger ces espèces ou ces espaces particuliers. Un autre principe qui apparaît tout à fait primordial, c'est le principe pollueur-payeur. Principe pollueur-payeur qui signifie que le pollueur devra assumer la charge de la responsabilité des pollutions qu'il engendre. Principe qui va notamment être mis en œuvre dans le droit des déchets, dans une directive relative à la responsabilité environnementale, et puis aussi les directives Seveso qui viennent encadrer, normer l'exploitation des activités dangereuses. Et puis enfin, le principe de précaution,
Alors, ce principe a vocation à régir les situations dans lesquelles il existe des incertitudes scientifiques. L'idée est que ces incertitudes scientifiques ne doivent pas paralyser toute action publique et qu'au contraire, il y a lieu de prendre des mesures provisoires et proportionnées pour éviter la réalisation de dommages soit à l'environnement, soit à la santé publique. Et donc, malgré les incertitudes, il convient d'agir et non pas d'attendre d'avoir des certitudes scientifiques, parce que sur certains sujets, on ne peut pas avoir vraiment de certitudes scientifiques. Alors, ce principe de précaution, j'y reviendrai dans la deuxième partie, mais notamment, il fonde la politique relative aux OGM, les organismes génétiquement modifiés, et puis aussi toutes les politiques européennes relatives à ce qu'on appelle les produits phytopharmaceutiques. Ce sont des pesticides en réalité. Alors, l'Agence européenne de l'environnement, dont je vous faisais mention tout à l'heure, rend tous les 5 ans un rapport dans lequel elle dresse un bilan de l'état environnemental en Europe. Son dernier rapport date de mars 2015 et ce rapport dresse un bilan plutôt positif des politiques qui ont été menées à l'échelle européenne, qui font apparaître la diminution de certains types de pollution, ou au moins un encadrement très sûr de certains types de pollution. Mais en revanche, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est que ce rapport fait apparaître que certains nouveaux sujets environnementaux ne peuvent pas être traités par ce qu'on appelle ces politiques linéaires. C'est une politique linéaire, c'est-à-dire, on va dire, je gère la question des déchets, je gère la question de l'eau, je gère la question de la pollution des sols. Ça, on appelle ça des politiques linéaires. Or, ce que met en évidence ce rapport, c'est que les nouvelles préoccupations environnementales sont des questions systémiques qui vont nécessairement appeler des réponses globales, beaucoup plus complexes, et pour lesquelles on ne va pas pouvoir se contenter de mettre en place ces politiques linéaires. Alors, parmi ces grands sujets, il y a évidemment la question du réchauffement climatique, mais aussi la question de la perte massive de biodiversité, la question de l'impériosité de diminuer nos prélèvements sur les ressources naturelles. On va beaucoup trop loin dans l'usage que nous faisons de la planète Terre. Et puis, l'état de pollution globalement de la planète. Or, ces nouveaux sujets, vraiment, vont nécessiter un renouvellement de la pensée. Or, on peut avoir certains doutes parfois sur la façon dont ils sont gérés. Donc, dans un deuxième temps, je voudrais envisager avec vous les défis actuels soulevés par ces grands sujets environnementaux. Alors, ces sujets ont souvent des caractéristiques communes. Parmi ces caractéristiques, la grande complexité scientifique de ces sujets, qui peut être un obstacle à leur compréhension par la société civile, ou qui, en tout cas, va générer des controverses scientifiques très difficiles. Si on prend l'exemple du réchauffement climatique, aujourd'hui, à part Donald Trump, personne ne nie la réalité de la question du réchauffement climatique. Mais si vous regardez seulement 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, vous verrez qu'il y avait de très nombreux scientifiques qui ne démordaient pas et disaient que l'empreinte humaine dans la question du réchauffement climatique était une imagination de certains scientifiques et que les activités industrielles étaient totalement indifférentes au phénomène du réchauffement climatique. Ces sujets ont aussi pour point commun de représenter des enjeux économiques très très forts. En particulier, par exemple, le secteur de l'agrochimie. Je ne sais pas si vous vous représentez, mais à l'échelle européenne, le secteur de l'agrochimie représente à peu près 10% du PIB européen. C'est un secteur extrêmement fort qui s'est développé depuis les années 1950, donc c'est relativement récent, mais c'est un secteur extrêmement fort. Et ce poids économique des sujets explique que les lobbies vont jouer un rôle important ou vont tenter de jouer un rôle important dans la création des règles. Étant donné qu'on est face à des incertitudes scientifiques, en principe, c'est le principe de précaution qui devrait s'appliquer, qui devrait régir ces questions. Or, parfois, on se rend compte qu'il y a une opacité très forte sur les mécanismes qui président à la création des règles juridiques et qu'il y a une forme de technocratie qui
qui se met en œuvre et qui semble avoir perdu de vue les objectifs poursuivis par ces règles. Le principe de précaution, son objectif, c'est de protéger l'environnement, protéger la santé publique. Si on met en œuvre le principe de précaution, c'est parce qu'on veut protéger l'environnement, protéger la santé publique. Or, on peut avoir l'impression que ceci a été perdu de vue. Alors, je vais prendre rapidement 3 illustrations, 3 sujets sur lesquels, effectivement, on se rend compte que beaucoup d'opacité, beaucoup de technocratie ont joué un rôle dans la création des règles. Alors, premièrement, la question des perturbateurs endocriniens. Alors, vous savez tous à peu près ce qu'est un perturbateur endocrinien, puisque les politiques commencent à se saisir du sujet. Très rapidement, il faut juste comprendre quelques petits points pour comprendre la question. Ce n'est pas du tout une nouvelle famille de substances chimiques. C'est une caractéristique que présentent certaines substances chimiques qui vont entraîner un dérèglement dans le fonctionnement endocrinien des êtres humains et des animaux aussi. Et ce dérèglement va avoir des effets adverses relativement importants. Au départ, on s'est rendu compte juste de certains effets sur des cancers hormonodépendants, mais aujourd'hui, des scientifiques extrêmement sérieux attribuent à l'exposition de l'être humain à ces substances alors, des effets, des troubles du métabolisme, notamment l'obésité, des troubles cognitifs et neurocomportementaux, notamment peut-être le recul de la courbe du QI d'un certain nombre de points. Il y a eu un certain nombre d'articles récemment dans la presse sur ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, mais on s'interroge, on constate que dans certains pays occidentaux, chez les enfants, il y a un recul de la courbe de QI assez important et on s'interroge sur les causes. Et puis aussi l'hyperactivité, les phénomènes d'autisme. Ce qui est très compliqué avec ces types de substances chimiques, c'est qu'ils ne répondent pas au postulat classique selon lequel c'est la dose qui fait le poison. Pour les substances chimiques les plus classiques, tout simplement, si vous êtes exposé à une certaine dose, il va y avoir un effet adverse pour vous. Si vous êtes exposé à une dose suffisamment faible, il n'y aura aucun effet pour vous. Or, ici, on ne peut pas utiliser ce postulat-là, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas la dose qui va maîtriser l'effet, c'est le moment auquel vous allez être exposé. Et en particulier, donc on parle de fenêtres d'exposition, et en particulier, on parle de fenêtres de vulnérabilité qui sont la période fœtale, la petite enfance, l'adolescence. Et de plus, ce qui rend aussi difficile la maîtrise juridique de ces questions, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet cocktail, c'est-à-dire le fait que vous allez être exposé en même temps à plusieurs substances qui vont avoir la caractéristique des perturbateurs endocriniens et que ceci va entraîner un effet exponentiel délétère. À partir de là, comment régir ces questions ? Ces substances devraient être bannies pour éviter tout effet adverse. Malheureusement, ces substances sont archi-présentes dans tout notre environnement quotidien, et donc on ne peut pas raisonner en termes d'interdiction, et donc on est obligé de trouver d'autres formes de régulation de ces substances. Et à l'échelle européenne, il avait été décidé que pour l'application de 2 règlements relatifs aux produits phytosanitaires, il y avait lieu que la Commission définisse d'un point de vue juridique ces substances-là. En principe, la Commission devait donner une définition juridique des perturbateurs endocriniens au plus tard en décembre 2013. Or, du fait de certains atermoiements relativement complexes, alors très rapidement, les lobbies économiques ont utilisé ce qu'on appelle la stratégie de l'enfumage. Alors la stratégie de l'enfumage, pourquoi ce nom ? Parce que ça a été créé par l'industrie du tabac, et donc ça consiste à créer des contre-feux scientifiques. Donc dès lors qu'il y a une voix scientifique qui devient majoritaire pour dire cette substance ou l'exposition à cette substance entraîne des effets délétères, immédiatement, on va créer des contre-feux scientifiques en disant « non, non, pas du tout » ou alors « il est urgent d'attendre ». Et donc, cette stratégie de l'enfumage a été utilisée par les lobbies de la chimie sur ce sujet-là. Et donc, ceci a conduit à, soi-disant, la nécessité d'une étude socio-économique pour réfléchir à une réglementation
et puis à une consultation publique. Alors ça, c'est beaucoup plus classique, mais tant et si bien que la définition des perturbateurs endocriniens n'a été adoptée qu'en décembre 2017, autrement dit 4 ans plus tard. Donc on peut se dire que le lobby a été relativement efficace puisqu'il a permis de retarder de 4 ans l'adoption de la définition, à tel point que certains États avaient ouvert un recours en carence contre la Commission, ce qui est extrêmement rare. Souvent, c'est la Commission européenne qui, elle, va exercer des recours en carence contre les États parce qu'ils ne sont pas suffisamment diligents pour mettre en œuvre une réglementation européenne. Là, c'était l'inverse. C'était des États qui ont exercé un recours en manquement contre la Commission du fait qu'elle était beaucoup trop lente. Et le tribunal de l'Union européenne a condamné la Commission en décembre 2015, reconnaissant que ce retard était absolument inadmissible. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce débat ? Il y a 2 choses qui m'apparaissent extrêmement importantes. D'une part, ce matin, on discutait du poids de la Commission dans l'initiative qu'elle pouvait avoir des règles. On voit que le retard pris peut avoir des conséquences très importantes, puisque ça signifie que des réglementations ne peuvent pas être mises en œuvre, puisque la définition est absolument nécessaire à la mise en œuvre des réglementations. Mais ce qui est important aussi, c'est le poids que peut avoir le Parlement européen, et à travers lui, la voix de la société civile, pour exercer un contre-pouvoir pour le pouvoir de la Commission. Et en effet, la Commission avait proposé dans un premier temps une définition qui n'était absolument pas satisfaisante du point de vue de l'objectif de protection de l'environnement et de protection de la santé humaine. Et le Parlement européen a adopté une résolution en octobre 2017 en disant clairement à la Commission qu'il ne voulait pas de cette définition-là. Et du coup, ultérieurement, la Commission a amendé la définition qu'elle proposait. Alors, on n'est pas parvenu à une définition qui est totalement satisfaisante, mais ça illustre quand même le poids que peut avoir le Parlement dans ce jeu de pouvoir pour venir limiter le rôle de la Commission. Alors, une autre illustration, c'est ce qu'on a appelé un petit peu la saga du glyphosate. Vous avez tous entendu parler du glyphosate, c'est le fameux Roundup. Et donc, cette substance devait obtenir un renouvellement de son autorisation de mise sur le marché. C'est extrêmement important, puisque sans cette autorisation, la commercialisation s'arrête. Or, il y avait des doutes sur le caractère inoffensif ou non de cette substance pour la santé humaine. Et donc, les agences d'expertise européennes ont été sollicitées pour donner leur avis. Alors, il y a plusieurs agences d'expertise à l'échelle européenne. Une agence en matière de santé et d'aliments, c'est l'EFSA, qui avait dit qu'il n'y avait absolument aucun problème, que le glyphosate n'était pas cancérigène. Une autre agence, l'ECHA, qui est une agence située à Helsinki, elle aussi avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais le CIRC, qui est le Centre international du cancer, qui est une agence qui dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle avait rendu un avis différent en disant que le glyphosate était potentiellement cancérogène pour l'homme. Donc on était dans une situation très difficile, puisque c'est un produit qui est extrêmement utilisé, et on avait des avis différents des agences d'expertise. Alors, c'est une situation qui est très perturbante pour le juriste. On se dit, comment est-il possible que des agences d'expertise scientifique rendent des avis différents sur une substance? Comment peut-on parvenir à des avis aussi opposés? En réalité, c'est parce que le processus d'expertise est différent suivant l'agence dans laquelle on se trouve. Pour simplifier, l'ECHA et l'EFSA, donc les agences européennes, travaillent à partir des données scientifiques qui ont été données par les industriels, tandis que le CIRC, lui, l'agence qui dépend de l'OMS, utilisait d'autres types de données scientifiques, et notamment des expertises produites par des universités, qui, elles, ne sont pas du tout utilisées par les industriels. Et à partir de là, on voit se mettre en œuvre un jeu d'influence entre ces différentes agences, et avec un enjeu énorme, qui était le renouvellement ou non de la substance. Et là encore,
je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça n'aurait pas d'intérêt, mais ce qui est très intéressant, c'est que la Commission, elle était partie sur un renouvellement de l'autorisation pour 10 ans, ce qui était une durée importante. Et là encore, on a eu un vote du Parlement européen qui a dit qu'au maximum, le renouvellement serait pour 5 ans. Et la semaine suivante, la Commission a proposé un renouvellement pour 5 ans, ce qui, en définitive, a été adopté. Donc, ce qui est intéressant, il me semble, dans ces affaires, c'est de voir qu'on est sur des sujets extrêmement techniques, extrêmement complexes d'un point de vue scientifique, dont la société civile va avoir du mal à se saisir. Par exemple, si vous prenez la question des OGM, il est très difficile d'avoir un avis éclairé, objectif sur cette question. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal pour l'être humain, pour l'environnement? C'est extrêmement difficile parce qu'il y a une complexité scientifique qui fait qu'on a du mal déjà à appréhender le sujet. Et ensuite, on se rend compte que le processus de décision se passait jusqu'à présent dans le cercle de la Commission et des agences d'expertise européennes, avec des choses qui peuvent apparaître très surprenantes, comme l'absence totale de transparence, c'est-à-dire que le comité d'experts qui va rendre son avis, on ne savait même pas de qui il était constitué. C'était l'avis de l'EFSA, point. On ne savait pas quels étaient les scientifiques qui étaient dedans. Les données scientifiques qui avaient été utilisées pour rendre l'avis étaient elles aussi en partie cachées, secret commercial. Donc, il y a eu tout un travail. Le point positif de cette affaire, c'est qu'il y a eu un travail de réflexion à l'échelle du Parlement européen en se disant peut-être qu'il faut déplacer les lignes. Est-ce qu'on peut admettre à l'échelle européenne que des avis soient donnés sans qu'on sache quels sont les experts qui rendent les avis? Est-ce qu'on peut admettre de ne pas connaître les données à partir desquelles les avis sont rendus? Et donc, il y a un travail actuellement qui est en cours de maturation qui va permettre sans doute de faire évoluer les lignes. Le troisième exemple dont je voulais parler, là, c'était un arrêt du tribunal de l'Union européenne du 17 mai 2018, tout récemment. Alors, juste ce qui était intéressant dans cet arrêt, c'était qu'il s'agissait de savoir si la Commission européenne avait fait une bonne application ou non du principe de précaution dans une décision de retrait d'un produit qui est un néonicotinoïde. Vous avez dû en entendre parler, on parle beaucoup de ces substances-là pour les effets néfastes qu'elles pourraient avoir sur les abeilles. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le tribunal a condamné la décision de la Commission, non pas parce qu'elle aurait mal mis en œuvre le principe de précaution. Vous avez 25 pages de jugement en disant qu'elle a très bien mis en œuvre le principe de précaution, mais en revanche, elle n'a pas fait une étude socio-économique suffisamment approfondie, et donc sa décision est annulée, le produit revient sur le marché, ce qui peut apparaître un peu surprenant. Laurence Bugorn, tout à l'heure, terminait son exposé en disant qu'il était absolument essentiel de retrouver une vision à long terme et de dépasser des visions un petit peu court-termistes. Et c'est vrai qu'ici, sur ces sujets-là, on sait à quel point les grands sujets environnementaux sont extrêmement importants. Vous avez tous entendu parler de la perte massive de biodiversité qui a lieu en ce moment et qui est très préoccupante. Et donc, il est absolument nécessaire que les institutions européennes retrouvent une vision à long terme et non pas une vision court-termiste. Et en cela, je pense que la société civile doit absolument exercer un rôle de contre-pouvoir pour réclamer la mise en œuvre de ces objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Béatrice, de cet exposé vraiment d'une grande clarté, d'une grande actualité aussi. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur le rôle des lobbies dans un système qui, justement, n'est pas immédiatement indexé à une représentation politique. C'est un sujet qu'on trouve peut-être de façon moins accentuée sur le dernier thème que nous allons aborder maintenant, qui est celui de l'Europe sociale. Je ne sais pas si c'est un fantôme, l'Europe sociale, mais en tout cas, je sais que Fernando Vasquez est très bien placé pour nous en parler, puisqu'il a juriste de formation, il a travaillé pendant de longues années à la Commission européenne, où il est entré en 1989, et de 1991 à 2004, il a été membre de la branche droit du travail de la DG Emploi. Il a donc participé à ce titre
à l'élaboration de nombreuses directives dans ce qui a été une certaine période, on peut dire faste peut-être, de la production dans le domaine social. En 2005, il est devenu conseiller technique et juridique du directeur général de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, responsable des restructurations d'entreprises, et il a toujours beaucoup contribué aux réflexions universitaires dans de nombreux colloques en France et ailleurs. Et il a publié récemment un article qui s'appelle « La gouvernance économique européenne et les droits fondamentaux » dans un numéro qui rendait compte d'un séminaire qui avait été tenu dans le cadre de la chaire sur les gardiens des droits sociaux en Europe et que vous trouverez facilement sur le site du collège. Cher Fernando, même règle, 20, 30 minutes pour nous parler de l'Europe sociale.